Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler des réseaux sociaux. J'ai le plaisir d'en parler avec Moïse Mohar de la solution Nonly. Salut Moïse, comment tu vas? Salut, ça va très très bien Ronan. Merci beaucoup de participer à ce podcast. Alors Moïse, tu annonces sur ton site Nonly, je cite, Nonly, augmentez votre trafic de 20% en un mois en maîtrisant les réseaux sociaux. Moi, je croyais que la stratégie de capter du trafic via les réseaux sociaux pour les médias, c'était complètement mort. Mais apparemment, j'ai loupé quelque chose. Ouais, ouais, la réalité c'est plutôt vrai. Alors après, j'ai pas du tout envie de passer pour un commercial aujourd'hui. Euh, mais effectivement, en fait, en activant les bons leviers, on arrive à augmenter au moins de 20% l'engagement et l'audience. Ouais. Mhm. Alors, bien entendu, c'était une question un peu provoque en intro du podcast. Aujourd'hui, on va explorer ensemble, effectivement, comment les médias, comment tu aides les médias avec Nonly à cartonner sur les réseaux. Encore une fois, sur ton site, tu as une liste de tous tes clients et c'est impressionnant. J'ai l'impression que tu as l'entièreté des médias français et francophones dans ton portefeuille client. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi ils aiment travailler avec toi et qu'est-ce que vous leur apportez, tout simplement. Avant d'attaquer ce sujet, est-ce que tu peux nous dire qui est Moïse? Alors Moïse, alors je reviens où? Parce que je reviens loin ou je reviens pas trop loin? Comme tu veux. Je Ah, sais que ok. t'as quand même un background un peu spécial, donc Ouais, si effectivement. tu peux en parler. Ouais, alors en fait, c'est vrai que j'ai un passé un peu, enfin un parcours un peu atypique. J'ai été musicien depuis tout petit. C'était vraiment mon premier métier, c'est vraiment celui-là parce que j'ai vraiment commencé à l'âge de 8 ans à même à gagner de l'argent avec. Avec mon frère, on jouait dans la rue très tôt et on faisait beaucoup d'argent en fait dans la rue. Euh, Après, on est parti à Paris pour vivre de la musique. Et en fait, pour vivre très mal de la musique, donc jusqu'à l'âge de 28 ans à peu près, depuis tout petit, j'avais une passion à côté qui était le développement, que j'ai mené un peu, pour le coup, en solitaire et à l'école. Euh, et en fait, à l'âge de 28 ans, je me suis dit, bon, il est temps de changer de vie parce que c'est trop dur. C'est vraiment trop dur de manger à peine. Enfin voilà, c'était vraiment galère. Franchement, la vie de musicien professionnel, c'est compliqué. On vit à peine avec un peu plus du SMIC ou le SMIC. Et à Paris, c'est vraiment très dur. Et donc, je me suis enfermé pendant 6 mois. J'ai avalé tous les bouquins de programmation. Et j'ai passé une certification PHP. À l'époque, j'ai été le 50e en France à la passer. En fait, ce qui m'a permis de très vite être embauché, et notamment chez Wonderbox, en tant que lead technique là-bas. Et là, je me suis rendu compte que le milieu du travail, qui était vraiment, enfin, complètement inconnu pour moi, je me suis complètement épanoui là-dedans. Je me suis régalé. J'avais des collaborateurs que j'appréciais énormément. J'ai beaucoup appris là-bas, d'ailleurs, chez Wonderbox. Je les adore. Et après, j'ai continué. J'ai fait du consulting pendant quelques temps. Je suis resté un peu plus d'1 an et demi chez Wonderbox. Et en fait, j'ai monté les échelons très vite. Euh, donc, j'ai fait du consulting. Ensuite, j'ai été actionnaire minoritaire chez Debonix, qui était le leader de vente d'outillage électroportatif en France. Et donc, j'étais actionnaire minoritaire et CTO de cette société. Société, du coup, qu'on a revendue après un an et demi ou 2 ans après mon arrivée, après avoir refait complètement tout le système d'information. Et ensuite, j'ai créé ma société, Moarty. Donc ça nous mène en 2014. Et en 2014, donc quand je crée la société, au début, je suis CTO externe de Warner Bros, ce qui m'a permis de financer derrière des projets, et notamment des projets de produits. Donc je savais vraiment que je voulais faire du produit à côté. Euh, un an après ça, il y a mon frère qui m'a rejoint. Et donc,
c'est là où en fait le nom Nonly est sorti. Donc on a créé Nonly, mais à l'origine c'était pas du tout ça. C'était une idée de sa part qui était de monétiser le trafic en provenance des réseaux sociaux. Et cette solution-là a pas du tout fonctionné. Il est parti au bout de 2 ans, un peu moins. Et donc là, on a dû reconstruire un peu la boîte, hein. Et on a fait de la R&D. J'ai fait des embauches qui ont été très importantes et qui ont un peu transformé, structuré la boîte, changé l'ADN. Et ensuite, du coup, en 2021, on a commencé à vendre notre solution, à la commercialiser. Donc Nonly, sans oublier qu'on avait quand même 2 early adopters qui étaient très courageux, qui étaient le Parisien et la Provence au tout début, qui nous ont beaucoup aidés parce qu'ils nous ont fait beaucoup de retours. Donc encore merci à eux aujourd'hui, parce qu'on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui sans eux. Et donc voilà, depuis 2021, pour le coup, la croissance est assez importante. On a fait une petite levée de fonds en 2018 qui nous a permis de faire la R&D, mais on est plutôt sur un fonctionnement de société bootstrap, donc vraiment autofinancé, avec une croissance organique qui est assez forte. Et donc, du coup, on fait les investissements au fur et à mesure qu'on progresse, quoi. Et donc, voilà, aujourd'hui, ça nous mène à aujourd'hui où on est leader du marché francophone. Donc Nonly, c'est quoi? C'est pour qui? Et combien ça coûte? Ok. Alors, Nonly, c'est pour les médias, essentiellement. Alors, on a des marques qui utilisent aussi Nonly, notamment pour le raccourcisseur de liens. Mais sinon, c'est essentiellement sur les cas d'usage de médias, pour les publications, pour publier sur les réseaux sociaux de façon automatisée, semi-automatisée ou manuelle, avec une aide à la publication. Également, une écoute sur les réseaux sociaux en temps réel et dans le monde entier. C'est d'ailleurs la solution de listening la plus rapide aujourd'hui à l'heure actuelle sur le marché. Et ensuite, du coup, en termes de pricing, du coup, ça commence à 500 € par mois pour le plus petit média. Et ensuite, au plus le média a de l'audience, au plus le prix de licence est élevé. Donc, ça peut aller à plusieurs milliers d'euros par mois. Mhm. Voilà. Tu as mentionné le fait que tu travailles essentiellement avec des médias, même si tu as certaines marques ou des e-commerce qui t'utilisent. Que- Pourquoi ce positionnement? Est-ce que c'est venu organiquement? Alors, ce positionnement, il aurait pu changer à un moment donné parce qu'il y a eu une période très, très compliquée. Vraiment, la période 2018-2019, alors on faisait du service à côté et, euh, et donc on vivait pas du tout de ça. Euh, et en fait, pourquoi? Tout simplement, alors je vais raconter une histoire qui est un peu bizarre. En 2020, je fais une formation avec un Canadien-américain, donc une formation d'anglais à Toronto, une formation de sales. Moi, je suis pas du tout sales, pas du tout, du tout. Et vraiment, j'ai même dans mon ADN, j'ai vraiment du mal. Genre téléphoner, relancer les gens, c'est pas mon truc, quoi. Et donc, du coup, j'ai suivi ce programme, vraiment comme un bon élève. Et là-dedans, il y avait un des points importants, c'était surtout, il faut que vous ayez une niche. Et en fait, moi, ma niche a été toute trouvée parce que ça faisait quand même plusieurs années qu'on étudiait les cas d'usage des médias. Et moi, j'avais bien compris qu'il y avait un cas d'usage qui était vraiment douloureux chez les médias. C'était celui de la publication sur les réseaux sociaux. C'est stressant. Il faut beaucoup de monde pour réussir à le faire. Il y a de plus en plus de plateformes et de plus en plus de contraintes. Et en plus, il y a une dépendance autour des réseaux sociaux et des médias. D'ailleurs, c'est une interdépendance qui est forte, qui était forte à l'époque, mais qui est encore plus forte aujourd'hui. Et je me suis dit, en fait, cette niche-là, je pense que si on soigne le problème, la douleur, je pense que vraiment, vraiment, il y a un marché.
Et, euh, et donc, je me suis concentré là-dessus, c'est-à-dire que j'ai fait non, non, on arrête de partir à droite, à gauche, on traite correctement le cas d'usage des médias. Et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça. Et donc, on s'est concentré là-dessus. Et en fait, finalement, en fait, le fait de faire ça et de le faire correctement et avec obstination et en se disant, ouais, ok, on va vraiment régler ça. En fait, le produit a vraiment répondu au problème et donc le bouche à oreille a très bien fonctionné et il fonctionne encore très bien aujourd'hui. Vous accompagnez combien de médias ou de groupes médias aujourd'hui? Alors, j'ai pas le chiffre exactement. Je pense qu'en termes de groupe, on doit être à une cinquantaine de groupes. Mhm. Et en termes de nombre de médias, ça fait vraiment beaucoup, hein. Ça doit faire 150 ou 200 médias. Ok. Et Nonly, donc on a parlé de Nonly, la genèse, Nonly aujourd'hui, Nonly demain. À quoi ça ressemble? Quels sont vos projets de développement? Alors, il y en a qui, je sais pas s'ils vont m'écouter, mais il y a certainement des concurrents qui vont écouter, qui vont pas être contents en écoutant ça, mais bon, on va à l'international. Donc, on va commencer à l'international cette année. Il y a Enguerrand qui nous rejoint au mois d'avril. Je suis hyper content qu'il revienne parce qu'il a fait une période chez nous. Ensuite, il a monté sa boîte et là, il va faire. Il n'arrête pas du tout sa boîte, mais sa boîte, il met du monde dessus et du coup, il nous rejoint parce que je pense que c'est vraiment une force pour nous. Donc, je suis très très content. Et donc voilà, on va commencer par UK, l'Europe et on ira sur les US ensuite. Ok. Et en termes de fonctionnalité, tu as dit que donc Nonly c'est une plateforme qui aide pour diffuser le contenu sur les réseaux, mais c'est aussi du social listening. Est-ce que vous avez des fonctionnalités qui sont demandées par vos clients que vous allez développer en 2025? Ouais, absolument. Alors, au niveau des fonctionnalités alors aujourd'hui, on vient du coup d'annoncer la fonctionnalité de Blue Sky. Je peux dire d'ailleurs, donc ça, c'est pas encore annoncé, mais on l'annoncera un peu plus tard. Donc là, si tu veux avoir une exclue là-dessus, c'est on va ouvrir le listening de Blue Sky. Mhm. Euh, on va ouvrir d'ailleurs d'autres listenings de réseaux sociaux. On va avoir l'ouverture de Pinterest très bientôt. On espère d'ici une semaine ou deux. Si tout se passe bien, tout dépend les échanges qu'on a avec Pinterest, parce qu'on a besoin encore de leur retour pour valider quelques points. Ensuite, on va faire du travail. Alors, je ne vais pas m'étendre exactement sur ces fonctionnalités-là, mais en tout cas, je peux dire qu'on va sortir des choses autour de la vidéo. Ensuite, il va y avoir d'autres connecteurs de réseaux sociaux qui vont sortir. Et voilà, ça fait déjà une année, parce que là, je parle de la roadmap de cette année, donc ça Mhm. fait déjà une année bien chargée. Mhm. Donc voilà, en sachant qu'on sort en général 2 à 3 features. Alors attention, hein, c'est pas forcément des features majeures à chaque fois, mais 2 à 3 features par semaine. Donc ça fait beaucoup de travail et, et l'équipe est top d'ailleurs pour ça. Mhm. Quand on a préparé ce podcast, je t'ai posé la question de savoir si vous étiez uniquement un SaaS. Ok, je vends la solution et après les médias se débrouillent, ou si vous les accompagnez également. Alors on fait de l'accompagnement. On fait de l'accompagnement, surtout au début, c'est très important en fait que ben on leur dise ok, là nous on vous conseille ça et ça. Si vous arrivez à tel niveau de statistique, vous pouvez actionner telle brique dans Nonly. Voilà, parce qu'il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Si on veut qu'une politique de publication fonctionne, il faut vraiment la faire de façon stratégique. Parce que Mhm. si on commence à faire genre, ok, on ouvre les vannes, on fait 80-90 posts dans la journée, je parle sur Facebook par exemple, bah, de suite, ce qui va se passer, c'est qu'au début, ça va peut-être un peu marcher, mais après, bam, ça va s'écrouler, ça va être considéré comme du spam. On est limite shadowban par le réseau social et ça fonctionne plus du tout. Donc ça, voilà, on les accompagne vraiment dessus. S'ils ont des questions techniques, on les accompagne.
Donc, il y a toujours une première formation au début, au kick-off. Et ensuite, un mois après, on fait une session questions-réponses. Et après, toute l'année, ils ont accès évidemment à notre chat et à notre support où on essaye de leur répondre en moins d'une demi-heure. Mhm. Et donc ça, c'est très important pour nous. Et si jamais il y a besoin de faire une visio, on fait une visio pour les débloquer, quoi. Très clair. Je te posais la question parce que j'aimerais que tu nous fasses un état des lieux du marché des réseaux sociaux dans le cadre des médias. Donc peut-être qu'on peut définir médias déjà. On a mentionné le fait que tu travailles avec beaucoup de médias. C'est quoi? C'est du média d'actu, c'est du média B2B, c'est du média thématique. Alors maintenant, on a un peu de tout, mais par contre, on a à 80%, c'est du média de news, parce que ça a été notre première cible. Ensuite, on a eu de tout, hein, de la télé, de la radio, du B2B, des médias de marque. Donc, il y a vraiment tout type de médias. Et donc, tu posais la question par rapport Sur- sur- aux réseaux sociaux, c'est ça? Ouais, sur l'état des lieux, en fait, ce que te disent les médias, leurs interrogations sur c'est une question très large, hein, mais peut-être qu'il y a des choses qui reviennent sur, en gros, je suis un média, comment je peux tirer profit, entre guillemets, des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui marche en 2025? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que toi, tu trouves d'intéressant? Alors, en fait, il y a une frustration qui est globale, hein, autour des réseaux sociaux et des médias. En fait, comme ils sont un peu en froid, et les médias et les réseaux sociaux entre eux, il y a eu pas mal de frictions. Du coup, il y a quand même il y a une ambiance autour de ça qui est pas forcément facile. Mais en même temps, les 2 ont besoin, enfin, les réseaux sociaux ont besoin de contenus de qualité, qui proviennent des médias et des contenus quand même qui sont vérifiés. Et de la même manière, les médias ont besoin de se faire connaître. Donc, ils ont besoin de l'extérieur, que ce soit du SEO, mais également des réseaux sociaux. Parce que le SEO, en plus, il fonctionne un peu de pair avec les réseaux sociaux. Donc, du coup, voilà, il y a cette ambiance qui est un peu particulière. Et en plus de ça, il y a eu quand même une grosse baisse de trafic sur les formats de type lien en juin 2023, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça la date. Donc il y a eu une baisse drastique. Et en fait, ceux qui n'ont pas réagi là-dessus, qui n'ont pas eu de stratégie, du coup, il y a eu encore une frustration encore plus grande. Mais par contre, il y en a d'autres qui ont réagi très tôt là-dessus et qui ont vraiment très bien compensé la perte. Donc, en fait, on a des ambiances un peu différentes suivant le stade où ils en sont. Aujourd'hui, nous, on voit des courbes remonter, par exemple. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, même dans nos clients, parce que nos clients, ils n'appliquent pas tous la même stratégie. Il y a clairement des stratégies gagnantes et des stratégies qui ne sont pas gagnantes. Mais il y a un truc que je respecte par-dessus tout, c'est leur ligne éditoriale. On ne peut pas aller contre. Mhm. Donc, si au niveau éditorial, ils considèrent que, par exemple, poster un type photo, ils veulent en faire qu'un par jour et qu'ils veulent faire 99% de type lien, ça arrive, hein, dans certaines rédactions. Nous, on sait que ça va être négatif pour eux sur les réseaux sociaux. Donc, ça ne va pas arranger en fait, la frustration qu'ils vont avoir. Mais bon, voilà, ça, c'est lié à leur stratégie éditoriale. Maintenant, voilà, donc on en a qui vont être très contents, vraiment très très contents, et on en a qui vont être moyennement contents. Mhm. Voilà, donc ça dépend. En général, j'espère en tout cas que Nonly les aide à, à être, je sais pas, plus satisfaits de leurs résultats. Mhm. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, hein. Il faut quand même appliquer une stratégie gagnante pour. Quand tu parles de stratégie gagnante pour les médias, en fait, ils veulent quoi? Du trafic ou de la portée? Parce qu'on voit, en fait, c'est également pour ça que je te demandais, médias, de qui parle-t-on? Parce que maintenant, on voit des groupes médias qui sont
juste sur le social en fait, qui sont uniquement sur le social, qui n'ont pas de site. Et eux, leur objectif, ça va être de faire de la portée, d'être vu sur les réseaux, d'être très présent sur les réseaux. Au contrario, si on prend un groupe comme, je sais pas, le Figaro qui va utiliser les réseaux sociaux, eux, ils veulent également de la portée, être présents sur les réseaux, mais j'imagine qu'ils veulent aussi euh, importer entre guillemets les utilisateurs des réseaux vers leur site parce que c'est là où ils vont monétiser et c'est là où bah, ouais, c'est leur objectif, j'imagine. Donc c'est En fait, je pense qu'il y a eu un peu un switch parce que il y a eu une époque où l'abonnement était plus important que tout. Donc je parle peut-être il y a 2 ans, il y a 1 an en arrière. On est arrivé un peu, j'ai l'impression, hein, après c'est pas ma spécialité, hein, mais on est arrivé un peu à un plafond de verre, je dirais, de l'abonnement. Et donc du coup, on revient un peu à la base, c'est-à-dire, ok, bah on a Discover qui nous ramène du trafic, et est-ce que les réseaux sociaux peuvent pas nous ramener du trafic aussi aujourd'hui, quoi? Parce qu'il y en a quand même qui ont un peu abandonné, hein, pour certains, d'avoir du trafic en provenance des réseaux sociaux. Mais en fait, quand le trafic revient en provenance des réseaux sociaux, bah, moi, j'en connais pas, hein, en tout cas, de médias qui n'a pas été satisfait, quoi. hmm. Donc, c'est plutôt en général la bonne nouvelle. On a eu des clients qui étaient complètement fatalistes, je dirais, qui se disaient, ok, bon, c'est pas grave, on peut plus avoir de trafic des réseaux sociaux, mais on est obligé de travailler dessus pour faire un minimum. Et en fait, quand les résultats arrivaient derrière, ils se sont dit: «Ah ouais, mais en fait, on peut avoir du résultat, quoi». Hmm. Donc c'est cool. Et en fait, ça a été presque un bonus les dernières années, alors qu'avant, c'était une obligation. Hem, Moi, je pense qu'ils cherchent un peu tout en même temps. C'est-à-dire, i les réseaux sociaux coûtent très cher parce que en vrai, le temps passé, Hmm. il faut, si vraiment ils veulent publier, mettre en avant leur contenu et tout, ça coûte vraiment très cher si on le traite que de façon humaine. Donc du coup, il faut que ça, ils rationalisent ces coûts-là, et donc il faut que les humains, en tout cas, soient aidés par des machines. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que les réseaux sociaux deviennent de plus en plus chers parce que, les contenus à créer sont de plus en plus complexes. Faire un TikTok, ça coûte. On a beau dire ce qu'on veut, mais toutes les IA du monde aujourd'hui, en tout cas, pour l'instant, il y a rien qui satisfait vraiment. En tout cas, j'ai pas vu aujourd'hui, d'IA qui arrive à faire, un montage complet, qui, satisfasse une rédaction. Peut-être un utilisateur, heu, un média tout petit, mais un média, assez important, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc ce travail-là, il faut le fournir. Si derrière, en plus, il faut aller chercher du trafic avec tous les articles, waouh, ça fait un travail énorme. Mhm. Donc il faut vraiment beaucoup de monde. Donc je me suis un peu perdu. C'était quoi la question d'origine? C'était sur l'état des lieux du marché des réseaux sociaux pour les médias et ce que te disent les médias. Donc non, c'est plutôt clair. OK, mais donc voilà, enfin, je pense qu'effectivement, on a, on a un besoin aujourd'hui d'avoir un média qui rationalise ses coûts, parce que l'air de rien, il faut quand même, il y a quand même un modèle économique derrière. Ils sont tous payés, donc il faut bien qu'ils rationalisent ça. Et les réseaux sociaux, ils peuvent pas fournir des efforts, gratuitement, comme ça. Donc il faut qu'il y ait quelque chose, un retour sur investissement quelque part. Donc voilà, donc un des retours sur investissement quand ils vont utiliser un outil comme nous, forcément le premier, ça va être un retour sur investissement humain. Mhm. Parce qu'en fait, ils vont augmenter la capacité des personnes qui sont là à faire autre chose qui est beaucoup plus complexe, en fait. Mhm. J'imagine que c'est une question un peu casse-gueule et dure à répondre, mais je te la pose quand même. Est-ce que tu peux quantifier la part des réseaux sociaux sur le trafic global des médias? Peut-être Ah les si, médias ouais, que... si. Non, non, c'est Tu peux? pas forcément casse-gueule. Ok. Il y en a qui bah, en fait, quand on est, ceux qui marchent très, très bien, ils vont être à 30-40%, des fois 50. Et ensuite,
on devrait être au minimum à 10%, quoi. D'accord. Et le réseau social qui envoie le plus de trafic aujourd'hui? Facebook, Facebook. Facebook. Ouais, Facebook. Pourtant, les médias ont tendance à le délaisser de plus en plus. Non, 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 C'est pas le non. cas? En fait, il le délaisse pas. Après, ça dépend qui. En tout cas, dans nos clients, j'ai pas, j'ai pas, non, j'ai pas cette sensation. Après, il y en a qui font des choix éditoriaux durs, comme des publications, mm, des rythmes de publication très faibles. Quand on fait ça, c'est très dur d'avoir de l'audience. Mhm. Euh, Mais non, en fait, clairement, il le délaisse pas. Et aujourd'hui, en termes de trafic, ça reste vraiment beaucoup plus important que les autres. Il y en a un autre qui est important quand même. C'est juste derrière, c'est peut-être que tu allais me poser la question, mais c'est X. X, malgré tout ce qu'on dit, ça rapporte encore du trafic pour ceux qui l'investissent. Évidemment, ceux qui ont désinvesti le réseau, c'est-à-dire qui publient plus ou très peu, Mhm. bon, bah là, il y a pas de trafic forcément. Si on fait rien, il y a rien, quoi. Tu as eu des clients qui sont partis de X justement suite aux dernières Ouais, polémiques. il y en a quelques-uns. Il y a Ouest France, il y a Sud-Ouest, euh, il y a Mediapart. Il y en a quelques-uns, ouais. Il y en a Mhm. quelques-uns. Après, c'est un choix éditorial en fait. Mhm. C'est un choix éditorial et moi, j'ai rien à dire là-dessus. Je respecte complètement leur choix. Je comprends parfaitement pourquoi ils le font. Euh, nous, ce qu'on remarque, c'est que ceux qui ont quitté X, alors je déteste ce nom d'ailleurs, je préférais largement Twitter, euh, mais c'est déjà des médias qui étaient déjà pas fortement présents sur le réseau. Voilà. Ceux qui étaient fortement présents, pour le coup, aujourd'hui, nous, on n'a pas vu de changement. D'accord. Prochaine partie du podcast, c'est sur l'enjeu des réseaux sociaux donc pour les médias. On a compris qu'il pouvait y avoir différents objectifs de travailler des réseaux sociaux, mais vraiment ce qu'ils veulent, c'est du... Si on prend les médias d'actu, j'imagine que c'est le schéma classique, c'est je publie sur les réseaux, je redirige sur mon site et ensuite j'essaye de capter l'attention des gens pour rediriger vers de l'abonnement. Il y a d'autres stratégies que tu vois qui sont intéressantes et qui sont utilisées aujourd'hui par tes clients. Bah, de toute façon, tu as plusieurs modèles économiques. Donc, tu n'as pas que le modèle de l'abonnement, hein, parce que nous, on en a plein qui en font pas du tout. Mais tu as évidemment le modèle du RPM en termes de revenus. Et puis, tu as aussi le modèle des dons. Donc, on en a quelques-uns comme ça. En fait, la stratégie, elle ne peut pas être que sur le trafic. Parce qu'en fait, si on se dit, OK, je veux que du trafic, je balance tous mes articles, tous les jours, sur du type lien, et au bout de 2 mois, euh, j'aurai quasiment plus de reach. Donc en fait, j'aurai quasiment plus de trafic. Donc on ne peut pas faire ça. Ça ne fonctionne pas. Euh, donc il faut avoir vraiment une stratégie mixée. C'est-à-dire qu'il faut faire des vidéos, il faut faire des types photos, il faut faire des carousels, il faut faire enfin, il faut faire des types liens. Il faut faire un peu de tout ça. Il faut le faire correctement. Il faut bien choisir les papiers qu'on envoie. Et ensuite, il faut aussi faire des formats natifs où on renvoie pas de trafic parce Mm. que, en fait, ce qu'il faut, c'est que la page ou le compte, euh, il ait un engagement qui soit haut et tout le temps haut. Parce qu'au moins, on arrive à avoir du trafic. Parce que si on fait une mécanique qui génère de l'engagement toujours de moins en moins, ben on a une page qui, à la fin, fait plus rien. Mhm. Donc, ouais, non, ça, c'est vraiment important de ne pas avoir une stratégie uniquement de trafic, mais d'avoir une vision un peu plus globale en se disant, OK, on accepte qu'il y ait des posts qui ne soient pas là pour ramener du trafic. Et c'est OK, quoi. Mhm. Très clair. Quelles sont les plus grosses problématiques aujourd'hui de tes clients ou des médias en ce qui concerne les réseaux sociaux? Parce que tu as parlé
enfin, on a parlé de distribution, mais il y a également tout l'aspect production qui coûte cher, comme tu disais, à faire pour les médias. Euh, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'ils te disent en gros, c'est de l'organisation, c'est du budget, c'est de trouver des idées de formats qui sortent un peu du cadre traditionnel pour que ça performe sur les réseaux, ou c'est un peu de tout? Ouais, il y a un peu de tout ça. En fait, il y a un peu de tout ça. C'est-à-dire que bah, les montages vidéo, bah, ça coûte, hein. Mhm. Franchement, je pense que c'est le poste le plus cher. Ensuite, il faut les distribuer. Donc, il faut potentiellement faire des montages adaptés à chaque réseau. Chaque réseau, en plus, ne supporte pas les mêmes longueurs, les mêmes tailles, enfin les mêmes poids de fichiers. C'est une galère, quoi. Donc, en termes de vidéo, franchement, ça coûte de l'argent et du temps. Mhm. Et après, il y a tout ce qui est illustration. Donc, quand on va faire des posts Instagram avec voilà, des formats un peu chiadés où il faut passer du temps sur Canva ou sur un Figma ou autre, voilà, ça c'est du temps qu'il faut passer, quoi, parce que si on veut quelque chose qui éditorialement représente quelque chose au niveau du média. Mais ça, dans les faits, ils peuvent pas le faire de façon industrielle. Donc, c'est important de le faire, voilà ce que je disais, mais après, il y a une partie industrielle qu'il faut savoir faire aussi. C'est-à-dire, il y a une partie peut-être où on va accepter de dire, bah ok, le logo, il est peut-être pas aligné, ou on n'a pas mis un sigle exactement sur l'illustration. Pareil, mais au moins, on a pu mettre un template, on a pu l'envoyer, et on a pu faire plus de volume, et donc du coup, derrière, on arrive à avoir du trafic. Mais Mhm. attention, moi, je pense que c'est toujours important d'avoir, et surtout si on a des ressources, après il y en a qui ont personne, mais si on a du monde, je pense que les gens qui sont présents, il faut vraiment qu'ils fassent des vidéos, qu'ils fassent des trucs complexes en fait, Hmm. qu'ils passent T'as, du temps à faire ça. T'as des exemples de, 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 de formats vidéo qui Tu fonctionnent vois, pour... je sais pas, je pense à la Provence, il y a un match de foot, ils veulent faire un suivi du match. S'il y a quelqu'un qui peut être là avec son téléphone et faire un live avec les joueurs qui sortent, et puis directement le publier à la sortie, Hmm. ça a une valeur dingue, quoi. Ouais. Hmm. Donc ça, que ce soit en TikTok, en Reel sur Instagram, enfin voilà, la valeur de l'humain, elle est très très forte. C'est pas Sûr. une IA qui remplacera Hmm. un humain, là. La transition parfaite, justement, ça fait 2 fois que tu tapes sur les IA. Tu penses vraiment pas que dans quelques mois ou dans quelques années, il y aura des IA qui permettront de faire des formats vidéo ultra chiadés et qui Alors, permettront justement d'industrialiser les process pour les médias, ou t'y crois pas? si, j'y crois. Ouais. Qui va aider, mais qui remplacer, non. C'est-à-dire que il va y avoir des outils qui vont faire des trucs bien, Mhm. mais ce sera jamais parfait. Mhm. Ouais, en fait, c'est ça, entre ce qu'attend un humain de ce qu'il aimerait sortir complètement et de ce que sortira une IA, il y aura toujours un delta. Et en fait, ça va être bien pour soulager, et en fait, il faudra en profiter pour faire quelque chose d'encore plus chiadé à côté. Mhm. Et, ouais, le terme était pas, pas top, mais non, mais je pense qu'il faudra, voilà, faudra faire quelque chose de plus poussé à côté. Et les IA sont très bien pour ça, pour, euh, pour soulager l'humain, en fait, hein. Mhm. Est-ce que toi, alors, on, on voit quand même que l'utilisation de l'IA dans les médias, par les médias, pardon, c'est un sujet qui est assez tabou, surtout quand on parle de rédaction. Les rédactions, les newsrooms qui utilisent l'IA. Bon, on a quelques infos quand même, des médias qui partagent comment ils l'utilisent, pourquoi, etc. Euh, Est-ce que toi, tu vois des médias qui font des choses intéressantes avec des IA pour la production vraiment de contenu sur les réseaux sociaux,
Est-ce que ce sont des outils un peu qui mettent ensemble et c'est du bricolage maison? Est-ce que c'est des outils qui développent? Est-ce que c'est des outils que tu peux recommander de choses intéressantes via IA pour les réseaux sociaux? Alors, moi justement, j'ai vu une solution de montage de vidéos. Ah. Tiens, je vais lui faire de la pub, c'est Horatio. D'accord. Euh, Assez sympa, une API qui fait des montages, c'est pas mal. Après, on a commencé à parler avec Usit aussi, qui fait pas mal de choses sur la vidéo. Après, j'ai pas vu de trucs. Voilà, il y a quand même des problématiques, c'est très compliqué. Nous, on en fait aussi du computer vision, notamment sur les images. C'est assez complexe, hein. Par exemple, si on prend, imaginons, on a un article avec un plateau télé, et donc on a un public et plusieurs présentateurs au niveau à la table. Bah, du coup, c'est assez compliqué de faire les cadrages parce qu'en fait, on a tellement de visages que pour connaître le visage important, c'est compliqué. Et donc, les cadrages peuvent se décaler donc c'est très compliqué parce que quand on part d'un 16:9 et d'arriver sur un format 9/16e, waouh, les cadrages, ils sont costauds et donc faut pas se louper. Et donc c'est là où souvent les IA sont un peu déceptives, Mhm. mais tout simplement parce que c'est compliqué de savoir bah, quel est le sujet qui est important, quel est celui qui parle. Voilà, donc après il y a des choses plus simples comme des plans de cinéma ou autre, ça c'est vraiment plus simple à recadrer. Donc là, ils arrivent à faire des trucs bien. Et, euh, et voilà. Très bien. Tu parlais tout à l'heure de l'importance des réseaux sociaux hors de la portée des plateformes, notamment tu as mentionné Google Discover ou même l'impact sur le SEO. Euh, Ça, c'est pas un mythe, ça fonctionne vraiment. Plus tu es présent sur le social et plus tu vas avoir des signes, plus Google va trouver les signaux positifs pour te ranker. Est-ce qu'il y a eu il y a eu des études qui l'ont montré ou parce que j'ai l'impression que c'est c'est un peu, on pense que, mais je suis pas expert, donc je te Alors, pose vraiment la ouais, non, question. mais c'est vraiment une excellente remarque que tu fais, parce que nous, en tout cas, on a pu constater des choses, mais on n'a jamais pu les mesurer, parce qu'en fait, on n'a pas forcément accès aux analytics pour savoir d'où ça provient, parce que nous, notre analytics à nous, il est pas développé pour ça. Euh, Par contre, on peut se dire quelque chose d'assez simple et logique, c'est que les moteurs de recherche, notamment Google, qui est propriétaire de Chrome, est capable d'analyser à peu près tous les signaux sur le web. Donc, si on a du trafic qui provient de quelque part en masse, comme ça, de façon assez forte d'un coup, on peut se dire qu'il aura des chances, c'est plutôt pertinent, qu'il privilégie ce type de contenu parce qu'il a un engagement important. Mhm. Et c'est très souvent comme ça que ça se passe. On a des contenus qui explosent sur les réseaux sociaux et en même temps sur Discover. Donc ça, Mhm. c'est très souvent que ça se passe. Très bien. Tu as, tu as parlé de vidéos. Euh, tout le monde s'y met, tout le monde en parle. Est-ce que tu dirais que c'est le plus grand défi des médias en 2025 de enfin se mettre, entre guillemets, enfin, ils l'ont déjà fait les années précédentes, mais vraiment de craquer la vidéo sur les réseaux sociaux, parce que c'est encore une fois, la production coûte cher, ce sont des compétences spécifiques. Est-ce que tu dirais que c'est Ouais, ben le là, plus gros c'est un point hyper intéressant. Alors, je pourrais pas m'étendre particulièrement parce que moi, j'ai une vision particulière là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, en fait, ils ont besoin d'aide pour publier leurs vidéos. Ils ont un stock de vidéos qui est très important. Mais publier les vidéos sur les réseaux sociaux correctement, c'est très très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a plein de formats.
heu, parce que tous les réseaux sociaux ont des API, différentes, que, les temps d'upload sont pas négligeables. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y en a qui gèrent, une photo de couverture, d'autres non, enfin il y a vraiment, vraiment une multitude de critères différents et donc effectivement, ça va être très important. D'ailleurs Google maintenant, indexe les vidéos et les met en avant dans Discover. Donc on sait que, bah, Le Parisien très récemment qui a sorti, son site en format vidéo vertical, BFM TV qui l'avait fait, 1 an avant. Enfin voilà et TF1 qui l'a fait aussi, récemment. Donc il y a ça, c'est vraiment les nouvelles tendances et je pense qu'en plus, ça apporte vachement de valeur. Donc le fait d'avoir ce format un peu short sur leur site et que derrière, on puisse redistribuer ça sur les réseaux sociaux, ça ouais, ça je pense que clairement, c'est l'avenir. On passe aux bonnes pratiques. J'imagine que ça va intéresser tous les médias qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous faire un rappel entre guillemets, justement des bonnes pratiques sur le volume de publication, le type de poste, le format du poste, le contenu, vraiment quelque chose de peut-être un peu général pour Ouais, donner bien une sûr. feuille de route? Ouais, avec plaisir. Alors, c'est pas, faut bien faire attention parce que il f il f tout dépend, du média. Il y a des choses qui peuvent être dites pour tout le monde et ça, je vais donner le mais après, il y a peut-être des fois où ces règles-là vont pas être exactement vraies. Donc il faudra analyser les statistiques de façon très, très ciblée. Donc mais en gros, ce qui se passe et c'est pour aujourd'hui tous les réseaux sociaux quasiment ont la même chose, un peu différent pour Twitter, mais je vais expliquer la nuance. Hem, donc pour Facebook et Threads notamment, ce qu'on voit, c'est que, le format type lien, donc ce qu'on appelle le type lien, c'est vraiment la carte, hein, donc avec, l'image, le petit nom de domaine, un titre et des fois une description dessous et tout ça est cliquable avec le message au-dessus, le message d'accroche. Donc ça, c'est le format type lien. Celui-là a été fortement déprécié. Donc ça, depuis juin 2023. Et par contre, il y a un format qui est du coup est ressorti. Alors, est-ce qu'il a été bonifié ou pas? On ne sait pas exactement dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, on sait que le type photo, lui, donc c'est vraiment, un message plus une image. Alors, que ça comporte un lien dans le message ou pas, ça reste toujours un type photo. Lui, pour le coup, il fonctionne très, très bien. Et en fait, ce qui va être important pour avoir de l'audience et de l'engagement, ça va être déjà, de façon industrielle en tout cas, de faire un mix des 2. Et évidemment, au milieu, si vous avez du contenu vidéo, postez le contenu vidéo. Mais du coup, on fait un mix des 2. Heu, Au début, la bonne pratique, c'est de faire 50-50, donc 50 de type lien, 50 de type photo. Si on atteint 3 à 5 fois plus d'engagement sur les types photos, c'est que notre format de type photo est bon. Et après ça, il faut vérifier que sur les types photos avec un lien dans le message, on a bien un taux de clic qui est 2 à 5 fois supérieur au taux de clic qu'on a sur les types liens. Donc ça paraît contre-intuitif pour, pas mal de clients à nous au début. J'avais dit: «Ouais, mais sur un type photo, on n'aura jamais d'audience, quoi». Et en fait, si nous, on va chercher à avoir 2 à 5 fois plus d'audience sur ces types de posts-là. Si on y arrive, ça veut dire que le format est bon. C'est-à-dire que ce qu'on écrit, c'est-à-dire qu'on n'en dit pas trop, le format de l'image et tout fonctionne. Et à partir de là, derrière, on peut augmenter du coup la proportion de type photo et donc monter à 70-80%. Alors je déconseille d'aller au-dessus de 80%, tout simplement parce que sinon on perd la stat. Et il y en a qui, des fois, passent en déprécié sur les types photos et donc le trafic revient sur les types liens et donc ça permet de l'identifier. Si on perd ces 20 là, du coup, on perd cette statistique-là. Et après ça, une fois qu'on est arrivé à ça et qu'on garde toujours un taux de clic
qui est 2 à 5 fois supérieur. Du coup, on peut passer 50% des posts de type photo avec lien en premier commentaire. OK. Et là, on va augmenter encore de 20% à peu près l'audience. Mmh. Très clair. Voilà. Donc là, c'était un peu technique, mais en tout cas, c'est précis. Je pense que c'est une stratégie qui fonctionne en général, quoi. Mmh. Et ce type de recommandation de stratégie, est-ce que tu dois personnellement la faire évoluer tous les ans, tous les 6 mois, tous les mois, toutes les semaines Bah, ça change à quel... faut se tenir au courant parce que ça peut changer. Les réseaux sociaux ont tendance à changer un peu leur algo. Là, par exemple, on sort Blue Sky, on ne sait pas du tout. Là, si tu me demandes quelle est la stratégie, bah, je sais pas. Voilà. Donc, et nous, franchement, quand on ne sait pas, on ne dit pas. Donc, par exemple, sur les liens en premier commentaire, on n'a su qu'à partir du mois d'octobre. Parce que jusque-là, on n'était pas capable de le mesurer très précisément. Donc maintenant, on est capable de le mesurer, on est capable de le dire. Donc effectivement, il faut se tenir au courant. Donc nous, on a toute la donnée. Donc les clients, en général, ils nous demandent régulièrement. Et puis nous, sinon, on leur communique. Mhm. Quand on a l'occasion de leur dire, on leur dit. Ok. Voilà. Donc ta veille des bonnes pratiques, en fait, ça vient de la data, de la donnée que vous avez en interne. Exactement. Ouais. Est-ce que tu parles également aux plateformes et est-ce qu'elles partagent ce genre d'informations? Ouais, alors on parle aux plateformes. Alors eux, ils n'ont pas forcément notre vision non plus. Hmm. Euh, Donc il y a des choses que je peux pas dire parce qu'avec les plateformes, on est sous NDA, mais effectivement, il y a des points qui sont importants, comme comment réagit l'API par rapport à un poste natif. Est-ce qu'on a vraiment le même reach ou pas. Donc, et les plateformes sont positionnées pour dire, OK, vous devez avoir le même reach. Si nous, on détecte qu'il y a des trucs bizarres, on leur dit. Donc, on travaille vraiment en étroite collaboration avec eux et c'est vraiment important. Aujourd'hui, on a cette chance-là. C'est que avant, quand on était un peu plus petit, c'était plus dur parce qu'on n'arrivait pas à avoir de contact. Hmm. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des contacts. Euh, et, et effectivement, la data qu'on a, même eux n'ont pas forcément accès à la même data. C'est-à-dire qu'eux, ils vont avoir des datas de leur côté qui ne sont pas forcément agrégées comme nous, on peut le faire. Mhm. Très clair. Aujourd'hui, je me mets à la place des médias et la grosse frustration et peut-être même le stress des réseaux sociaux, c'est que il faut être présent de partout. J'ai l'impression que c'est la recommandation, mais en même temps, c'est compliqué. Et quand je dis de partout, il faut être présent de partout, je veux dire, dès qu'il y a un nouveau réseau qui va percer, bon, bah, faut y aller, faut tester, parce qu'on peut avoir l'avantage d'être l'un des premiers et profiter de la bonne portée, parce qu'on sait généralement que les réseaux, quand ils se lancent, bah, ils font la part belle aux créateurs de contenu en leur offrant de la visibilité ou de la portée. Donc ça, c'est un peu OK, faut être présent de partout, c'est du travail. Et en même temps, euh, il faut, j'ai l'impression, s'adapter à chaque réseau parce qu'on va pas poster sur Facebook comme on va poster sur X, comme on va poster sur Instagram, etc. Donc, comment vous, euh, déjà, est-ce que c'est une frustration vérifiée ou est-ce que finalement, bon, ils sont pareils à ça? Et de deux, comment vous les aidez à répondre à ces problématiques? Ouais, bah alors nous, on les aide sur plein de points parce qu'ils vont pouvoir créer des verticales, ils vont pouvoir faire des stratégies de publication différentes en fonction des réseaux sociaux et tout. Maintenant, on a quand même pas mal de réseaux sociaux qui agissent de la même manière et il y a quand même une chose, tu vois, sur lequel je voudrais rebondir sur ce que tu disais. Ça, c'est pareil, c'est un peu des idées reçues de dire, bah, aujourd'hui, c'est difficile de créer quoi, de partir de zéro. Moyennant quoi, tu vois, aujourd'hui, là, il y a pas mal de médias du coup qui vont commencer à publier sur Blue Sky, heu et il faut un début à tout, en fait. Mhm. Et en tout cas, ce que je dis, c'est qu'il faut pas hésiter à créer des verticales. Il faut pas hésiter à créer des nouvelles pages parce que même si on part de zéro, nous, on a fait le test, hein. On part de zéro avec des pages, on a réussi à faire des millions de pages vues mensuelles. Mhm.
avec des pages qui partaient de zéro. Alors, on a une stratégie pour ça, c'est-à-dire qu'on met un peu d'advertising au début pour capter les premiers followers. Mais après, si les contenus sont bien choisis, sont bien envoyés, bien cadencés, il y a une audience derrière, quoi. On a des exemples très récents avec Corse Matin, Fabien et Mathieu qui ont mis en place deux pages pour les clubs de foot de Corse. Et c'est des pages qui sont hyper engagées. Donc, c'est sûr que ça fait des micro-communautés. On n'attend pas une audience folle de ça. Mais par contre, ça a énormément de valeur. C'est-à-dire que ces gens qui adhèrent à ces pages-là, ce sont des gens qui, à l'origine, n'adhéreraient pas à des pages amirales parce que, en fait, les sujets généraux les intéressent pas forcément de prime abord. Mais par contre, du coup, après, ils connaissent la marque et en connaissant la marque, eux, potentiellement, ils vont faire un transfert sur la marque principale. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Et moi, je l'encourage parce que les verticales de sport, enfin, il y a tellement de thèmes. Et un bon exemple chez nous, c'est Le Parisien qui a créé des verticales, mais plein, quoi. Des dizaines et des dizaines, avec tous les départements, des verticales comme politique, faits divers, etc. Et l'avantage, c'est qu'on a derrière des abonnés qui sont vraiment intéressés par ce type de contenu, des contenus très ciblés. Et donc, on a des niches. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant pour faire connaître la marque. Ok, ouais, j'avais pas vu les choses comme ça, effectivement, tu crées des micro-communautés, enfin, pas forcément micro à cette échelle-là, mais des communautés spécifiques sur des thèmes spécifiques par média, mais ça doit Bah, être en un... fait, à partir du moment où tu as le contenu, ça a vraiment de la valeur D'accord. d'aller parler à cette communauté. Parce que je prends un exemple très simple. Un supporter de l'OM, il suivra jamais Hmm. une page où ça parle du PSG. Mhm. Donc, s'il a une page La Provence OM, ou Le Parisien OM, ou n'importe quoi OM, il va la suivre. Hmm. Parce que c'est vraiment un fan. Et ça, si on a du contenu à distribuer pour ces fans-là, il faut leur donner l'occasion de le lire, parce que sinon, ils ne le liront jamais. Mhm. Parce qu'en plus, c'est des consommateurs de réseaux sociaux. Donc, ils vont pas aller sur le site directement. Mais là, comment tu fais pour... alors, je comprends bien l'intérêt à la fois pour le média et à la fois pour l'audience, mais ça doit être un enfer à gérer si tu n'arrives pas à industrialiser ce process. Et tu disais que justement, l'industrialisation, c'était pas forcément quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, si, pour ça, on peut industrialiser complètement. Pour le coup, avec Nonly, ça, c'est des trucs que tu D'accord. industrialises 100%. Ok. Donc, ou 99%. Mais si, il faut industrialiser, parce que là, pour le coup, sinon, ça coûte trop cher. Mhm. Ok. Donc, c'est pas possible. Donc, évidemment, c'est très important d'industrialiser tout ça. D'accord. Et à quel moment tu peux conseiller à un média de créer ces verticales? Est-ce qu'il y a peut-être un nombre d'abonnés ou, je sais pas, Bah, en fait, tout dépend de la niche. Tout dépend de la niche, son potentiel et le nombre de contenus disponibles. disponible? Ouais. Ok. Donc, si on commence à avoir un nombre de contenus, alors tout dépend de la chaleur aussi du contenu. Si ce sont des contenus chauds et qu'on en a plusieurs par semaine, ça commence à valoir le coup. Si c'est des contenus froids et qu'on a un stock de contenus froids supérieur à 150, par exemple, là, ça vaut le coup aussi. Parce qu'on a des communautés qui peuvent être intéressées. Je pense à des communautés, par exemple, pour le voyage ou voilà, des gens qui peuvent être intéressés. Moi, ça m'intéresserait particulièrement, par exemple. Ok. Alors, je vais te demander de sortir ta boule de cristal et tes prédictions sur ce qui va fonctionner demain sur les réseaux sociaux pour que les médias qui nous écoutent puissent prendre de l'avance et puis peut-être tes recommandations, comment se tenir informé parce que
tout le monde n'est pas Moïse et tout le monde n'a pas toute la donnée Ouais. en or que tu as. D'ailleurs, je pense que cette data, tu pourrais la revendre. Alors, j'imagine que tu as t'as des NDA et que tu vas pas vendre la data de ce qui Non, marche chez non, Le Parisien absolument ou chez pas. tes clients, bien évidemment. Mais au global, de savoir exactement ce qui fonctionne par le biais, par le spectre de votre data, ça doit valoir de l'or, en fait. Donc, j'imagine que les médias sont friands de ces infos. Donc, peut-être Alors que tu... après, on n'est pas les seuls à avoir la donnée, parce que la donnée publique a beaucoup de valeur, hein. La donnée publique qu'on peut avoir dans les outils de social listening a beaucoup de valeur. Après, nous, on a accès à la donnée privée de nos clients également. Mais, mais en tout cas, déjà sur la donnée publique, on peut apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Alors, pour ce qui est de mes prédictions de ce qui va fonctionner, bah, de toute façon, il n'y a pas de mystère, quoi. C'est-à-dire que là, il y a de plus en plus de réseaux sociaux. On a besoin de se dérisquer, donc on a besoin de multiplier les leviers. Donc, essayer d'industrialiser le plus possible sur les différents réseaux sociaux. Alors, j'aime pas trop mettre l'accent là-dessus parce que ça fait un peu commercial, quoi. Et j'ai pas du tout envie de paraître pour un commercial. Mais je pense que c'est quand même la réalité des choses. Et derrière, essayer de faire des efforts sur les choses qui sont complexes, quoi. C'est-à-dire à essayer de cibler des vidéos bien calibrées. Voilà, je disais des trucs un peu exceptionnels qu'on peut avoir sur un TikTok ou Instagram ou des Reels Facebook. On va suivre de très près ce qui va se passer sur Blue Sky. Donc, je suis incapable de dire si Blue Sky va tout casser ou pas. Mhm. Je sais pas. J'espère en tout cas qu'ils vont bien fonctionner. Je pense que c'est important parce que, en tout cas, l'ouverture de l'API est vraiment top. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à la coder. Et après, voilà, je pense que l'avenir, ce sera aussi beaucoup dans la vidéo et le fait de comment on va réussir à industrialiser la vidéo. Et après, je peux parler aussi de l'IA. Je pense que l'IA, en fait, on est à un point un peu particulier là. On voit qu'il y a pas mal de déceptions. Je pense que l'IA est un super outil depuis longtemps déjà, en fait. Et que on est arrivé à un point où ça va être très compliqué de faire évoluer de plus en plus de façon bluffante. C'est-à-dire que les effets waouh vont être de moins en moins grands. Et je pense que c'est normal. Et je pense qu'on est assez loin de l'AGI, qui est un peu le mythe aujourd'hui. Mais je pense par contre que l'IA va être de plus en plus utilisée, mais comme un outil. Voilà, je ne pense pas du tout que ça va remplacer les rédactions, par exemple. Ok. Je pense qu'on en est très très loin. Mhm. Quel est le truc le moins bien compris par les médias et qui pourtant est très efficace en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un truc que tu te dis, ah tiens, j'aimerais bien quand même que les médias ils se mettent ça dans le crâne et qu'ils captent enfin ce truc? Et peut-être une erreur qu'ils font régulièrement et que toi tu vois réapparaître régulièrement. En fait, il y a des effets de mode. Il y a des effets de mode qui sont bizarres. Euh, Par exemple, d'un coup, ils vont se dire, bon, ben là, il faut qu'on publie beaucoup moins. Mais des fois, on ne sait pas pourquoi ils se disent ça. C'est-à-dire que les chiffres disent tout l'inverse, Mhm. mais ils disent, bah, il faut qu'on publie moins parce que l'engagement, il augmente. Ouais, mais l'engagement, il augmente peut-être sur un poste, mais ton engagement global, en fait, tu as touché vachement moins de personnes au final. Donc voilà, il y a des trucs des fois, notamment sur les rythmes de publication, c'est pareil, il y en a qui vont surposter. Ils vont Mhm. faire 70, 80, 90, 100 posts tous les jours. Et eux, ils détruisent leur page de façon inverse. En fait, c'est assez bizarre. C'est les extrêmes un peu. Ouais, je pense que le rythme de publication, c'est un des trucs les plus complexes en fait. Et Et ça pourtant, vient ça d'où? paraît basique.
Ça vient d'où ces effets de mode? Tu penses que c'est un média qui a dit, qui fait un post LinkedIn justement ou sur une publication professionnelle et qui dit bah tiens, j'ai augmenté mon trafic en publiant moins et tout le monde se met derrière lui Je sais pas. Bah déjà, ils parlent beaucoup entre eux. Ils regardent pas mal ce qu'ils font les uns avec les autres. Mais par contre, il faut quand même reconnaître, euh, i- ils ils ont pas tous la facilité à lire la donnée Hmm. euh, pour, euh, pour comprendre exactement quel est le taux d'engagement qu'il faut regarder, comment, sur quelle période. Et bon, c'est pas forcément évident non plus, hein. Mais du coup, l'analyse des données qu'ils ont, hein, parce que franchement, ils y ont accès. euh, des fois, je pense qu'il y a un peu d'incompréhension. D'accord. Et j'imagine que vous les aiguillez, vous les accompagnez Oui, bien sur sûr. la lecture de cette donnée. Ouais. Ouais, ouais, Ouais. quand ils souhaitent le faire, en tout cas, on leur montre les chiffres. Très souvent, on a des questions. Enfin, très souvent, de temps en temps, on a des trucs. Ah, mon trafic, il a baissé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, du coup, on fait une petite analyse et on dit, bah voilà, ben là, la stratégie de publication, ça a été ça, ça. Ça, tu Mhm. vois, ça marche moins bien. Ça marche mieux. Si tu inverses un peu les, euh, les curseurs, ça devrait mieux fonctionner. Mhm. Donc, ouais, ouais, on essaie de les aiguiller. Tu as parlé de Blue Sky comme réseau prometteur ou pas, on verra. Quelles sont les plateformes qui, selon toi, sont sous-exploitées aujourd'hui par les médias? Parce que quand on pense médias et réseaux sociaux, on va penser Facebook, on va penser Instagram, TikTok, mais il y en a d'autres. Encore une fois, tu as cité Blue Sky et Threads, Pinterest. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce que ces réseaux sont, selon toi, sous-exploités? Alors, très honnêtement, je pense que les médias sous-exploitent les réseaux que nous, on n'a pas. C'est-à-dire, en tout cas, sur le marché francophone, clairement, Blue Sky, il y aurait eu beaucoup plus de publications si on avait eu le connecteur avant. Hmm. Donc là, je pense qu'il va y avoir un effet de masse avec tous nos clients qui vont poster. Donc, je pense que c'est beaucoup lié à ça parce que l'industrialisation de toutes ces publications prend tellement de temps qu'ils ont besoin d'un outil pour publier. Et donc, si nous, on leur permet pas, ils vont le faire, mais de façon légère parce que c'est trop dur sinon. Euh, donc voilà, je pense que c'est plus finalement la balle est plus dans notre camp que dans le leur en fait. Mhm. Ok. Je vois de plus en plus de médias qui utilisent WhatsApp également, les WhatsApp canaux Channel. WhatsApp pour diffuser leur contenu. Est-ce que ça fait partie de votre champ d'action? C'est plus Alors une WhatsApp messagerie qu'un Channels. réseau social. Alors ça c'est vraiment une question très intéressante parce qu'on me la pose régulièrement. Alors WhatsApp Channels, en plus ça a un potentiel vraiment intéressant. Il n'y a pas d'API, donc on ne peut pas créer de connecteur WhatsApp Channel. D'accord. Voilà, donc euh, ceux qui disent qu'ils font de WhatsApp Channel, ils font peut-être du WhatsApp Channel, mais en tout cas pas avec l'API officielle. Mhm. Donc, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Nous, en tout cas, on ne se permet pas de passer par des API non officielles ou de créer nos propres scrapers ou autres. On ne fait pas ça. Et pour nous et pour nos clients. Donc voilà. Par contre, si WhatsApp, donc si Meta ouvre cette API, ben, j'espère qu'on fera partie des alpha ou bêta testeurs et comme on l'a été pour Threads et qu'on pourra l'ouvrir rapidement. Mhm. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Mais est-ce que tu conseilles quand même à tes clients de se positionner sur WhatsApp aujourd'hui, même si tu peux pas leur offrir Ouais, techniquement carrément. D'ailleurs, ils l'accès? peuvent utiliser notre shortener pour aller publier, avoir les stats. Donc ça, on a pas mal de clients qui le font. Mhm. Euh, oui, oui, je pense que c'est très bien d'être présent. C'est même très important parce que les stats sont pas anodines. C'est Mhm. pas énorme, mais c'est pas anodin. Euh, donc ouais, ouais, je pense que c'est un levier qui est intéressant. Après, il faut faire attention par rapport au gain et l'effort fourni, quoi. Mhm. Parce que je pense que il faut mettre. Si on devait faire la balance, je pense que les contenus vidéo sont vraiment très importants et si on devait faire voilà
qu'est-ce que tu privilégierais? Bah, un peu plus d'efforts sur la vidéo, c'est important. Qu'est-ce que tu penses des médias qui sont 100% sur le social, qui ont même pas de site? Je pense par exemple à un média qui était à mon avis trop en avance sur son temps, c'était Minute Buzz. Je ne sais pas si ça existe encore, je crois que ça a été racheté par TF1. Tu, tu, euh, Qu'est-ce que tu penses justement du modèle Minute Buzz? Est-ce que tu penses aussi qu'il était trop en avance sur son temps? Est-ce que Bah, aujourd'hui, j'en vois plus beaucoup, hein, ces modèles-là. C'était BuzzFeed aux États-Unis et Minute Buzz ici. Euh, Minute Buzz, je sais plus par qui ils ont été rachetés. Je sais pas si c'est TF1, mais malheureusement, je crois que ce modèle, il fonctionne plus vraiment. Je pense que c'est important d'avoir une vie en dehors des réseaux aussi. Euh, je sais pas si on a des clients qui sont 100% réseaux sociaux. mais par exemple un Brut, Ouais, c'est vrai que c'est Brut est du... un exemple et pour le coup qui marche très très bien. Mhm. Et ils font du super taf et bah ouais. Mais attends, parce que Brut, je me demande s'ils ont pas créé un site aussi. Peut-être effectivement, mais disons que quand on pense à Brut, on pense majoritairement effectivement aux vidéos qui sont diffusées sur le social ou sur YouTube. Mais effectivement, ils ont certainement un site ensuite pour. Je sais pas, bon, je voudrais pas dire de bêtises. En Ouais, plus, je les ai eu ok. en call, les pauvres, je suis pas capable de le dire. Je suis désolé. Pardon. Non, mais ouais, en tout cas, si le modèle, moi, je suis pas un spécialiste. Enfin, je suis personne pour dire le modèle, tu vois, pur réseaux sociaux. Est-ce qu'il peut fonctionner? J'en sais rien. Mhm. Euh, je pense qu'à un moment, est-ce que la monétisation, j'ai du mal à croire que la monétisation pure et dure du réseau social suffise à, à soutenir les finances Mhm. d'un média, quoi. Je pense que ça peut fonctionner sur du modèle d'OPS, donc d'opération spéciale, ou un peu C'est comme ça. euh, DC Company, ils vont faire je les ai reçus sur le podcast, ils vont faire donc du format vidéo et ensuite ils vont trouver des sponsors et ce sont des packages généralement qui peuvent permettre effectivement la monétisation de leur audience sur du social first entre guillemets. Mais c'est un modèle qui, encore une fois, n'est pas, c'est pas le modèle historique des médias, donc c'est compliqué à mettre en place. Ouais, là on parle des médias moins carte de presse en Ouais, fait. c'est ça. On va parler de médias, de youtubeurs, Mhm. qui font des trucs très intéressants aussi. Mhm. Là, effectivement, alors là, c'est pour moi un autre type de média, mais oui, là, je pense qu'il y a clairement, eux, ils ont clairement leur place et ça fonctionne super bien pour eux, donc Mhm. tant mieux. En parlant d'autres types de médias, en préparant ce podcast, on s'était fait la réflexion également de parler de médias B2B et médias de marque. Euh, Pourquoi, selon toi, enfin, je vois un peu la réponse avant d'avoir posé la question, mais on s'était fait la remarque qu'ils capitalisaient pas assez sur les réseaux sociaux. Euh, sur LinkedIn, oui, parce que forcément, la nature de la plateforme veut que. Mais tu penses qu'il y a des opportunités pour des médias B2B, donc professionnels, d'aller capter de l'attention sur des réseaux plus mainstream comme Facebook, X ou Alors, Threads ou... sur, sur Facebook, je pense un peu, mais peut-être pas tant que ça. Je pense que sur X, Threads, Blue Sky et LinkedIn, il n'y a aucun doute. Instagram également. Euh, et pour le coup, eux, c'est peut-être un peu nouveau en fait. Je pense que, évidemment, LinkedIn, c'est évident, il faut être présent et tout. Mais je pense qu'ils sont au début, parce qu'ils commencent à avoir un stock de contenu vraiment intéressant. Et donc, du coup, ils peuvent commencer à distribuer. Donc, je pense qu'on est un peu à une nouvelle ère sur les médias B2B ou même les médias de marque qui arrivent de plus en plus. On voit vraiment la naissance de beaucoup de types de médias comme ça. Et pour le coup, eux, je pense qu'il y a un réel intérêt à les distribuer de façon intelligente, les différents contenus qu'ils ont, ouais, et les faire connaître. Vous en accompagnez aujourd'hui avec Nonly, des médias Ouais, B2B?
On accompagne, quelques médias B2B, ouais, et quelques médias de marque également. Donc on fait les 2. Alors je voudrais pas les citer parce que je vais en oublier et je veux pas je veux pas créer de malaise. Heu, mais effectivement, il y a des stratégies vraiment intéressantes. Alors effectivement, on voit que Facebook, est un peu moins la cible. Pas pour les médias de marque. Pour les médias de marque, ça peut marcher très, très bien. Mhm. Mais pour les médias B2B, effectivement, que ce soit LinkedIn, Twitter, ou Threads et peut-être Blue Sky, je sais pas, fonctionne plutôt très bien. Et Ok. surtout, le gros avantage, c'est que les médias B2B, ils ont une manne de contenu froid qui est hyper intéressante, hyper demandée et qui a vachement de valeur quand on redistribue ces contenus. En fait, quand on va fouiller ce que les gens souhaitent, bah, du coup, le fait de redistribuer ça, ça crée vachement de valeur et pour l'audience et pour le média. Très clair. On va parler maintenant des dérives et des risques des réseaux sociaux, parce que c'est pas non plus que du positif. On avait pas mal échangé sur ce sujet également en préparation de cet épisode. Euh, alors on a tendance à penser que la portée des publications sur les réseaux sociaux est en train de baisser, mais selon toi, le fait qu'il y ait plus de plateformes disponibles, finalement, ça compense. C'est ce que vous constatez dans les données que vous avez. Alors, ça compense, tu veux dire ça compense quoi? Ça compense le trafic que les médias. Imaginons, la, la portée sur Facebook va baisser, les articles sont moins diffusés, sont Mm. moins cliqués, mais vu qu'il y a maintenant Threads, vu qu'il y a demain Blue Sky, etc., finalement ça compense et la part des réseaux sociaux, du trafic des réseaux sociaux, finalement est stable et progresse. Ouais, en fait, tu as deux manières de compenser, c'est effectivement de se diversifier sur les différents réseaux sociaux et en plus de ça, de créer des verticales. En D'accord. fait, en faisant ces deux actions-là, normalement, tu arrives à compenser la baisse. Ouais. Mhm. D'accord. Et si tu as une bonne stratégie, tu fais plus que compenser. Normalement, Mhm. tu dois augmenter. Augmenter. Ok. Mm. Tu parlais en intro de la dépendance de certains médias aux plateformes. Et c'était une dépendance finalement qui allait dans l'autre sens également, les plateformes qui sont dépendantes des médias. Mais franchement, moi j'ai pas trop l'impression que les plateformes sont dépendantes des médias. Elles font un peu ce qu'elles veulent. Limite, elles sont un peu insolentes, comme Facebook, C'est vrai. qui y a aucun partage de revenus. Enfin, j'en parlais juste avant avec un ami qui s'intéresse aux médias et aux réseaux sociaux. Tu vois, tu publies sur Facebook, pardon, sur YouTube, bah, tu as un partage de revenus. Bon, faut atteindre un certain nombre d'abonnés, etc. Mais tu peux enclencher la monétisation AdSense, tu peux monétiser ton contenu. Facebook, ils en ont rien à faire en fait. Que Bah, tu as ce une soit. monétisation, mais qui est plus faible. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment un sujet complexe, hein, franchement. C'est un sujet complexe qui, en plus, même au sein des médias, divise les gens. Donc, c'est un sujet qui est fortement politique. Donc, moi, en tout cas, ma vision, c'est que je pense qu'il y aura des jours meilleurs. Parce que je vois pas une plateforme, j'arrive pas à imaginer une plateforme, un réseau social, sans médias. Je je vois pas comment c'est possible en fait. On peut pas que avoir des chats qui font des roulades, des faux crocodiles. On peut pas avoir que ça quoi. Et surtout, pourquoi? Parce que on est tous intéressés par l'actu. On a besoin d'actu. On a besoin d'être au courant, que ce soit autour de nous, le club d'à côté. En termes d'actualité, on a besoin de l'actualité. Donc, on a besoin des médias et donc les plateformes ont besoin des médias. Parce que, et d'ailleurs, les plateformes nous contactent quand même. Donc, nous, on travaille avec des médias, donc, ou essentiellement avec des médias. Donc, c'est pas pour rien, c'est pas que. Et donc, je pense que voilà, il y a vraiment une interdépendance en fait. C'est vraiment pas. D'ailleurs, le message d'Elon Musk il y a pas très longtemps est assez marquant où il disait oh les gars, essayez de poster
des trucs un peu intéressants, quoi. Bah ouais, mais c'est aussi pour ça que les médias sont là. Mmh. Alors je dis pas que tous les médias sont parfaits 100%, mais en tout cas, ils font un travail de journaliste, ils font un travail de médias et donc les publications sont quand même d'une certaine qualité et je pense que c'est hyper important pour les plateformes. Donc si Twitter est complètement délaissé de médias, ça va vraiment poser Mmh. problème à la plateforme. J'entends le message, mais j'ai quand même l'impression que aujourd'hui, les médias, ils sont plus dans une relation de OK, on doit jouer au jeu des plateformes, plutôt que vraiment dans une relation de gagnant-gagnant et ils le font ils le font de manière vraiment déterminée. Et je dirais, enfin, j'ai l'impression quand même que c'est on doit être sur les réseaux plutôt que on veut être sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas l'impression qu'il y a un amour vraiment rhétorique Non, 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 c'est des exactement médias ça. sur les plateformes, et Je suis complètement d'accord avec toi. c'est catastrophique en fait quand on y pense, parce que ils ont besoin, les médias ont besoin des plateformes. Tu viens de prouver également que le contraire est vrai, mais tu vois, c'est un peu se forcer tous les jours d'être sur des plateformes, et potentiellement, si on te dit demain ton business il change pas si tu y es pas, bon, bah, tu vas pas y aller, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais, ça c'est vrai. est-ce qu'il y a vraiment des médias qui se disent chouette, tu vois, je dois être sur Facebook ou je- c'est ça qui me pose question en fait. C'est un peu Non, mais je pense que tu as raison, hein. Je pense qu'il y a quand même il y a une friction, quoi. Voilà, il y a des tensions entre les médias et les plateformes. Et je pense vraiment qu'il y aura des jours meilleurs. Mais parce que, en plus, il y a eu une époque où c'était presque trop l'inverse. Hmm, Parce qu'il y a eu des financements qui ont été énormes pour certains médias en provenance des plateformes. Et est-ce que c'était très sain? hmm, C'est pareil, parce que du coup, bah, ils fonçaient à fond dans le truc avec les plateformes sans avoir de retenue. Est-ce que voilà. Et donc aujourd'hui, on est complètement à l'inverse. Donc les médias voudraient récupérer plus d'argent des plateformes, mais les plateformes veulent pas. Et donc du coup, font un coup de force en disant, OK, ben on va fermer un peu les robinets, même de trafic, et vous allez voir ce que ça fait. Donc c'est vraiment un sujet complexe qui est en plus qui est clivant, donc qui est compliqué. J'espère que ça va aller vers le mieux. mhm, En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop dire, heu, chacun, ils ont besoin l'un de l'autre et donc ils ont besoin de la présence de chacun. mhm. Très clair. Est-ce que tu as encore un peu de temps pour parler des dérives, justement, par rapport aux récentes annonces de Facebook ou la politique de X en ce qui concerne la diffusion des médias sur sa plateforme? Ouais. Parce que je sais que tu devais peut-être y aller. Ouais, on essaie de se donner 10 minutes. Allez, c'est parti. Bah, je te laisse gérer la partie Alors, justement dérive des réseaux sociaux pour les médias. en plus, tu m'emmènes sur des sujets politiques, À la fin du ouais, podcast. parce qu'il faut que je me brouille ni avec les médias, ni avec les plateformes, hein. Parce que On pourra faire un edit si besoin. non, mais et il y a pas de problème. Alors, il y a eu des coups très durs, hein. Honnêtement, de la part quand Twitter a été racheté par Elon Musk, il y a eu des coups très durs, pour les développeurs, qui ont du coup, comme nous, hein, donc du coup, l'API est devenue payante de notre côté, donc on a dû refacturer, du coup nos clients pour, avoir accès, pour qu'ils aient encore accès à la plateforme, pour continuer à publier. Donc c'est là où il y a eu des tensions assez fortes. Il y en a qui ont pas voulu continuer et ça se respecte complètement. Donc c'est une politique qui est assez exotique, hein, parce que pour le coup, il n'y a aucun autre réseau social qui fonctionne comme ça. Mhm. Même les autres réseaux sociaux nous encouragent plutôt à créer les connecteurs pour avoir les contenus des médias.
Donc voilà. Donc moi, ce que j'en pense, ben, j'en pense que c'est quand ça arrive, c'est dur. Honnêtement, même pour nous, ça n'a pas du tout été facile. C'est frustrant, énervant. Et on espère qu'il va y avoir un peu de stabilité maintenant. Parce que bon, ben, on a trouvé un rythme de croisière et on espère que ça va pas changer encore du jour au lendemain. Enfin voilà, on a trouvé une façon de fonctionner. Il y en a qui ont arrêté hein, Twitter et c'est pareil des développeurs, hein, donc des plateformes qui arrêtent de fournir Twitter. Donc nous on continue, on a fait le choix de payer, mais évidemment on peut pas. Si demain on nous dit le prix il est x3, x4, on sera obligé d'arrêter. Donc voilà. Ou alors on sera obligé d'augmenter tellement le prix que de toute façon nos clients ne suivront pas. Donc voilà. Mhm. Donc effectivement, après les autres plateformes, pour le coup, il y a des frictions entre Meta et même avec Google et les médias. Là, nous, on n'est pas dans ces discussions-là. C'est les discussions plutôt qui sont liées aux droits voisins. C'est des sujets qui sont complexes et voilà, et qui nous regardent moins. Donc ça, c'est pareil. J'espère que ça s'arrangera entre eux, qu'ils trouveront des solutions. Mais voilà, j'espère que surtout il y aura de la stabilité sur les prochaines années. La concurrence est bonne, c'est bien qu'il y ait des nouveaux réseaux sociaux. L'apparition de Threads, même si c'est méta, je trouve ça très bien. D'ailleurs, ils ont eu une politique autour de ça avec un réseau social ouvert, entre guillemets, avec un protocole qui est le même protocole que Mastodon et Blue Sky. Donc voilà, il y a des partages entre les plateformes qui sont possibles, donc ça c'est intéressant. Et donc Blue Sky et les autres réseaux, c'est très très bien. Mhm. T'as l'air plutôt optimiste sur l'avenir des réseaux sociaux et sur le fait que les médias et les réseaux sociaux vont s'accorder et peut-être trouver un équilibre. Euh, tu as... Ouais, alors moi ce que je peux dire en tout cas, c'est que je suis papa de 2 enfants et par contre je suis très soucieux de de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que pour moi c'est très très important que les médias y soient. Parce que si les médias sont pas sur les réseaux sociaux, il n'y a plus personne qui vont informer. Enfin, nos enfants qui grandissent euh, n'ont pas connaissance du coup du monde, quoi. Et ils ont connaissance que des, 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 des multiples conneries qu'on voit sur les différents réseaux. Donc je pense que c'est vraiment intéressant. Et si on veut intéresser les jeunes à l'actualité, même à leur passion, à ce qu'ils suivent, sur des sujets sportifs, sur des, 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 des- des points qui sont sur de la culture et autres, il faut que les médias soient présents. Parce que sinon, nos enfants, ils iront pas sur le site de l'équipe directement. Donc, s'ils n'adressent pas les réseaux sociaux, on aura un souci. Et c'est pour ça que c'est vraiment important qu'ils le fassent. Et d'ailleurs, ils le font très bien. Très cool. Avant de, avant de clôturer l'épisode, est-ce que je peux te demander quel est ton réseau social préféré personnellement? Ah, je vais passer pour un boomer. Euh, Alors bon, je suis plutôt utilisateur de tous les réseaux, mais alors, j'utilise énormément YouTube, énormément, j'adore cette plateforme. Je suis un gros consommateur de Facebook en termes d'actualité. Ok. Un peu Twitter, mais alors légèrement, parce que j'ai un peu de mal avec certaines réactions des utilisateurs. Instagram, j'aime beaucoup pour les visuels et les vidéos courtes. Et, euh, et voilà, donc là maintenant je vais voir. Alors Threads, je suis utilisateur aussi. J'aime bien parce que c'est un peu le Twitter soft. Mhm. Donc c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien, je trouve que les utilisateurs sont bienveillants, beaucoup plus que sur Twitter, donc ça c'est intéressant. Et maintenant, je vais découvrir Blue Sky parce qu'en fait, je suis pas du tout utilisateur. J'ai créé mon compte hier, Mhm. donc je suis assez impatient de voir ce que ça va donner. Voilà.
Très cool. Bah, écoute Moïse, merci beaucoup. J'espère ne pas t'avoir mis trop en retard. Pas de C'était souci. un épisode très riche et c'est la première fois en fait que je parle vraiment de réseaux sociaux sur le podcast. C'est pas, pour être tout à fait honnête, c'est pas mon sujet préféré parce que comme les médias, j'ai un peu une relation d'amour et en même temps de haine Ouais, contre les c'est ça. réseaux sociaux. Enfin, je veux pas parler à la place de tes clients, mais quand même, pour être dans le business, je crois comprendre un peu la relation qu'on peut avoir avec les médias d'un côté professionnel. Mais ouais, c'est intéressant et je vais suivre l'actualité des réseaux sociaux peut-être d'un peu plus d'un peu plus près pour ma veille. Pour les rares médias francophones qui nous écoutent et qui ne travaillent Enfin, pas tu encore dis que avec... tu as un désamour pour les réseaux sociaux, mais tu es quand même bien présent sur LinkedIn. c'est vrai, ouais, c'est vrai, tu m'as eu. C'est Non, vrai. c'est marrant parce que Ouais, beaucoup de ouais. gens disent ça: «Ouais, mais moi, les réseaux sociaux, je suis pas trop et tout». Par contre, tu postes régulièrement sur LinkedIn. C'est Donc vrai. Et je suis personnellement, j'aime beaucoup Twitter. X, donc c'est vrai que ouais, non, tu fais bien de le souligner. Mais j'utilise beaucoup LinkedIn euh, pour la diffusion du podcast. Donc tu vois ce que je reprochais aux médias, bah je l'applique même pas à moi-même. Donc ouais, t'as raison. Pour les rares médias qui nous écoutent et qui travaillent pas encore avec Nolme, parce qu'encore une fois, vous avez une liste de clients qui est assez impressionnante. Quel est le meilleur moyen d'être contacté? bah, c'est de passer par le site. Ouais, Il faut, remplir un formulaire. Après, ils peuvent me contacter sur LinkedIn aussi, hein, s'ils veulent. d'accord. Prendre un rendez-vous dans mon agenda, j'ai le lien, directement sur mon profil LinkedIn. Mais sinon, passer par le site, c'est pas mal parce qu'il y a le formulaire, au moins on a connaissance de toutes leurs données et on est capable de leur faire une offre, spécifique. Ok, super. Bah, écoute, je mettrai les liens en description. Et merci encore, Moïse. Merci Merci beaucoup. à toi Ronan, c'était un plaisir. À bientôt. Salut.